Bonjour, chers lecteurs de Zag Rider, soyez les bienvenus sur Zag pour une nouvelle chronique. Comme vous le voyez, je suis en direction de Marseille pour le meeting de François Hollande qui va démarrer probablement à 19 h. J'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire et comme d'habitude, et comme vous le savez, zagrider.com reste neutre d'un point de vue politique. Je vous livre juste le ressenti de ce rendez-vous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, bye bye. Je veux vous faire une promesse ce soir. Et je crois que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. J'ai joué des rois, j'ai joué donc des candidats, j'ai joué aussi des avocats. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi. Et merci à vous qui allez construire l'histoire de la gauche de demain avec François Hollande. Parce que, comme le disait Cap... Nous sommes les Marseillais. Elle a visité le chantier. Elle doit œuvrer pour y instaurer demain la paix, le développement partagé et la fraternité. Ce n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Tout est trop cher, hors de portée pour un jeune. Et cependant, comment se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner quand on ne peut pas parlementaire et plus de 400 000 citoyens avaient signé la pétition que j'avais lancée pour que le service public soit inscrit dans la Constitution par référendum d'initiative parlementaire. Et là, j'en sais le sort que le candidat sortant a réservé à cet article 13 nouveau de la Constitution. Liberté pour les forces de la jeunesse et du travail, comme disait François Mitterrand. Égalité entre tous les enfants de la République. Fraternité universelle. Où peut-on mieux qu'à Marseille proclamer avec autant d'émotion les valeurs de la République et de la nation? La souveraineté a été dérobée au peuple. Bon alors on va pas dire debout la droite, mais enfin debout la droite de la salle. Nous aussi dans le sud on veut le changement. Nous aussi à Marseille on veut le changement. L'environnement, la justice sacrifiée et l'éducation nationale massacrée. Alors ce sont tous les combats qu'on a portés à l'Assemblée nationale au cours de la législature qui s'achève. Dans très peu de temps, on va accueillir ici... Une place. Mais je suis convaincu, et sans être désagréable avec personne, citoyens qui nous ont rejoints à l'occasion de la primaire de l'automne dernier, eh bien il faut aller convaincre. Il faut aller convaincre. N'oublions jamais que l'abstention, que la démobilisation, que la dispersion sont les ennemis. N'oublions jamais que le 21 avril s'est joué à 2 électeurs par bureau de vote il y a 10 ans. Eh bien, chacun d'entre vous, il a un rôle essentiel. Convaincre qu'il faut aller voter. Qu'il faut aller voter au premier tour.
Hollande vient d'arriver. S'il est élu, il la supprimera. Je repensais aussi à ces 5 années de combat que nous avons menés à l'Assemblée nationale. Et je me disais quand même, Nicolas Sarkozy a commencé pour fêter sa victoire dans un restaurant, mais qui n'est pas une brasserie populaire, c'est le Fouquet's. Alors je sais qu'on a beaucoup dit là-dessus, et que certains disent que ce n'était pas si grave. Mais si, c'était grave. Parce que ceux qui étaient là ce soir-là, ils étaient là pour fêter la victoire, parce qu'ils avaient tous intérêt à la politique que Nicolas Sarkozy allait conduire. C'était les grandes fortunes de France, le monde de la finance, le monde des grandes entreprises, et qui ont été récompensés de leur soutien. Et pendant 5 ans, c'est 20 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été faits à 10% des Français les plus riches. Et c'est 40 milliards de taxes que les classes populaires, les classes moyennes, comme les taxes sur les mutuelles, les franchises santé, qui ont été payées par les familles, par les travailleurs, par les ouvriers, les employés, les cadres, et qui ont été payées par la jeunesse, dont l'avenir est souvent bouché. Eh bien, voyez là le symbole de cette politique. 20 milliards de cadeaux fiscaux d'un côté pour les plus riches et 40 milliards de prélèvements supplémentaires pour les classes populaires et les classes moyennes. Eh bien, chers amis de Marseille, je vous le dis ce soir, et si vous êtes venus si nombreux et si nombreuses, c'est parce que vous voulez que ça change et qu'on en finisse avec cette politique de l'injustice. Avec cette politique de l'injustice. Et dans le même temps, en pensant encore à ces 5 années écoulées, 5 années de combat à l'Assemblée nationale avec tous mes collègues députés socialistes et du reste de la gauche, contre le chômage, 1 million de chômeurs de plus, 450 000 emplois industriels détruits, le combat contre la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi une France en déclin. Et notre devoir à nous tous, c'est de refuser la fatalité, de ne pas nous laisser intimider par celui qui est le candidat sortant, qui dit qu'il n'y a qu'une seule politique possible, la sienne, c'est-à-dire continuer les injustices, continuer le déclin de la France. Eh bien nous, avec François Hollande, nous disons, parce que c'est notre devoir, pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui espèrent à notre avenir, et je pense en premier lieu à la jeunesse, qu'il faut réussir le redressement de la France avec François Hollande. Que l'espoir émerge du noir. François Hollande. Je veux préparer ce moment. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle nation. Nous sommes la France. Et je ne suis pas candidat à n'importe quelle fonction. Je suis candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire... de donner une fierté à la France, une fierté aux Français. Voilà 30 ans que je fais le choix d'un engagement à gauche. 30 ans que je me consacre à la politique. La Corrèze, mon département. C'est le travail obstiné que j'y ai accompli qui me donne aujourd'hui cette légitimité. J'ai été fier.
celui de la victoire. De la victoire espérée, de la victoire promise, de la victoire qui se décide, mais qui n'est pas encore là, qu'il faut construire, qu'il faut travailler, qu'il faut mener jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 6 mai prochain. Voilà l'engagement que je prends devant vous, amis des Bouches-du-Rhône, amis de Marseille. On aurait fait venir de loin les Kabyles, ceux qui ont libéré aussi Marseille en 1944, Algériens, Sénégalais, des bâtiments de l'armée d'Afrique. Je pense aussi aux Italiens venus de l'entre-deux-guerres, chassés par la misère et le fascisme. Je pense aux Espagnols et aux Maghrébins recrutés dans les villages, aux Comoriens cherchant le plus meilleur. Et je n'oublie pas tous les autres venus de plus près, les Corses, les Languedociens. Voilà Marseille, voilà la ville. Soyez fiers de ce que vous en avez fait, ou plutôt vos parents et vos grands-parents, à l'image de celui qui fut un grand-maire de la ville de Marseille, qu'il avait libéré de ses propres mains, Gaston Defferre. Un grand résistant, Raymond Aubrac, qui fut nommé commissaire de la République à Marseille par le général de Gaulle en 1944. Et à travers lui, je salue l'œuvre du Conseil national de la résistance, à qui la République doit tant, et au nom duquel tant de progrès sociaux ont été accomplis. Voilà ce que j'étais venu vous dire. J'aime Marseille parce que j'aime la France. J'aime Marseille parce qu'elle est diverse, parce qu'elle rassemble. J'aime Marseille parce qu'elle est à l'image de notre pays uni et indivisible. J'aime Marseille parce que je sais les difficultés que vous traversez. J'aime Marseille parce que cette ville a donné l'hymne de la République, la Marseillaise. Elle a donné le travail, le labeur de ces hommes et de ces femmes. Et en même temps, elle se sent, je le sais, et Michel Bauzel le rappelait, abandonnée par l'État. Je mesure aussi, venant ici régulièrement, le poids des inégalités, l'intensité des violences, l'insupportable injustice, la brutalité des ségrégations. Sous le mandat du candidat sortant, chaque année, à Marseille, il y a eu un lot de drames économiques et humains. Dois-je les citer tous? En 2008, c'était le groupe Les Trois Suisses qui délocalisait son centre d'appel. En 2009, c'est l'entreprise L'Égrément qui était liquidée sans préavis. En 2010, c'était Nescacao qui était une nouvelle fois victime de ce qu'on appelle un abandon et qui heureusement aujourd'hui, grâce à ces travailleurs, retrouve l'espoir. En 2011, c'est Fralib, dont les employés ont dû se battre et se battent encore avec les élus de gauche pour faire valoir leurs droits contre les décisions. Je pense aussi plus loin aux salariés de Lyon-Delbazel ou à la SNCM. Et quand j'ai évoqué une proposition de loi, et Jean-Marc Ayrault l'a également présenté devant vous, qui obligerait un grand groupe qui ne veut plus garder un site à le céder à un repreneur s'il se présente, plutôt que de fermer l'entreprise pour ne pas avoir un concurrent. Et oui, cette proposition de loi, à partir du 6 mai, si vous en décidez, deviendra la loi de la République. À l'État, eh bien je l'annonce ici, à la loi de la force,
arrivera maintenant la force de la loi. Et oui, tant de problèmes, tant de difficultés qui nous assaillent, et en même temps, tant de volonté, tant d'énergie, tant de confiance en vous-même, parce qu'à Marseille, quelle jeunesse, quel talent, quelle capacité d'engagement, de porter tous ensemble. Et en plus, quelle volonté de faire confiance à la culture. Et en 2013, je souhaite être le président de la République qui, ici, inaugurera la capitale européenne de la culture. Et toutes ces semaines, je m'adresse à tous les Français, dans ce qu'ils ont de meilleur, dans la conscience qu'ils portent, dans la foi qui les anime, dans les atouts de la France. Je veux rendre l'espoir, je veux donner confiance. L'espoir, c'est mon projet. Je m'adresse à tous les citoyens, sans distinction, sans hiérarchie, sans discrimination, sans regarder leur parcours, leurs origines, leurs couleurs, tous les Français. Je n'ai pas un projet pour les centres-villes, un autre pour les banlieues, un projet pour le rural, un projet pour l'urbain, un projet pour les jeunes, un projet pour les anciens, un projet pour les riches, sans doute pas, et un projet pour les plus démunis. Je ne suis pas dans le double ni confiance. Je veux d'abord les donner à la jeunesse de France. Elle y a droit. Nous lui donnons. Et en même temps, notre espoir, l'espoir de la France, c'est sa jeunesse. Et c'est pour ça que je l'ai porté au cœur de mes engagements, au cœur de mon projet. Je n'ai qu'un objectif, faire que, si je deviens président de la République, je sois jugé sur cette seule réalité. Aurais-je permis à la jeunesse de France de vivre mieux en 2007 qu'en 2012? Aurais-je assuré le passage d'une génération à une autre? Aurais-je été capable de donner confiance à ceux, à celles qui veulent travailler, vivre dans leur pays? Aurais-je été capable aussi de leur donner leur autonomie et leur indépendance? Eh bien, devant vous, ici à Marseille, je vous dis, jugez-moi en 2017 si je suis devenu votre président sur ce seul résultat. Aujourd'hui, 25% des jeunes sont au chômage, 40% dans nos quartiers, et tant d'autres qui vivent dans la précarité, dans le désespoir de pouvoir enfin accéder à leur indépendance. Mon devoir, c'est de leur ouvrir des horizons, c'est de leur permettre de considérer leur vie, non pas comme une suite d'échecs, non pas comme un parcours d'obstacles, non pas comme des verrous qu'il faudrait lever, mais comme une chance de plus, comme une réussite possible, comme une capacité qui leur sera donnée de réussir leur vie et leur destin. La jeunesse, les jeunes, le candidat sortant les traite comme des assistés. Moi, je m'adresse à eux comme des citoyens. Ils pensent que la jeunesse, c'est un fardeau. Mais non, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance pour le pays. Celui qui a présidé la France pendant 5 ans, qui dit qu'il a appris, sait-il seulement à quel point les jeunes se battent? Sait-il seulement combien les jeunes envoient des CV, hélas sans réponse? Sait-il seulement combien de démarches ils accomplissent chaque jour pour obtenir même un stage, un intérim, un contrat à durée déterminée? Sait-il seulement à combien de portes ces jeunes ont frappé sans que jamais une seule ne s'en trouve? Sait-il à quel point et combien de temps, et avec une obstination, tant d'entre eux s'accrochent?
et continue de se battre. Non, il ne le sait pas. Et vous allez lui rappeler le 22 avril et le 6 mai. Et moi, votre candidat, je le sais. Et je tends la main à la jeunesse. Je la comprends, je l'entends. Et je lui dis que la République jamais ne la laissera tomber. C'est pour elle que j'ai donné priorité à l'école de la République. C'est pour elle. Pour sa réussite, que j'ai annoncé la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale sur 5 ans. Des postes d'enseignants, des postes de surveillants, des postes d'assistantes sociales, des postes d'infirmières, de médecins scolaires. Ces recrutements sont nécessaires. Il m'a dit, mais ça coûtera cher. Les comptes ont été faits, 2 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Et combien a coûté le bouclier fiscal? 2,5 milliards d'euros. Eh bien, une nouvelle fois, je le dis, je préfère protéger la jeunesse de France que simplement les plus riches de France. Voilà la différence. L'essence, le savoir, l'élévation d'esprit. L'école, c'est le lieu de l'instruction, mais c'est aussi l'endroit où se forge la liberté de conscience, la faculté de penser par soi-même, la découverte de sa propre intelligence, du raisonnement, de la contradiction, et aussi le lieu de la citoyenneté qui permet à un jeune d'entrer dans la société française avec la capacité de décider pour lui-même et pour les autres. L'école, c'est aussi l'enseignement des arts, de la culture. C'est le goût de la beauté. Ce sont les trésors de l'esprit humain qui doivent être ouverts à tous et pas conservés par quelques-uns. Je ne veux pas qu'un seul enfant de la République puisse être, à cause de l'endroit où il est né, du milieu où il a grandi, écarté de la culture. L'art, la peinture, la sculpture, la connaissance. C'est pour tous les enfants de la République. Au terme de son existence, dans le même poste de travail. Et c'est heureux, car la vie doit être une promotion, car la vie doit être un changement. Mais si nous voulons réussir cette mobilité, il nous faut assurer la formation professionnelle tout au long de l'existence. C'est la sécurisation des parcours. Et c'est pourquoi je veux lutter contre cette inégalité qui fait que ceux qui ont été le moins longtemps à l'école, ceux qui sortent du système scolaire, souvent sans qualification, ils sont 150 000 par an, sont ceux-là même qui ne parviennent pas à accéder à la formation professionnelle tout au long de leur vie. Eh bien, j'instituerai un nouveau droit. 20 heures de droit de formation par an pour les personnes qui ont quitté l'école sans diplôme ou avec une faible formation qualifiante. Et ce crédit de 20 heures pourra être utilisé sans limite de temps et cumulable. Voilà pourquoi nous devons à chaque fois redonner une chance, remettre de nouveau la possibilité de réussir sa vie tout le long. L'école de la première chance sûrement, de la deuxième, de la troisième, autant qu'il faudra pour que personne ne se sente abandonné, relégué, oublié. L'espoir, l'espoir encore, c'est l'investissement. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'entreprises qui créent, qui innovent. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encourager les petites et moyennes entreprises, permettre leur développement. Et c'est la proposition que je fais en termes de fiscalité. Les plus petites entreprises, en termes d'impôt sur les sociétés, ne paieront plus que 15%. Les moyennes, 30%. Et les plus grandes paieront davantage, 35%. Pour qu'il y ait une puissante incitation pour les petites et moyennes entreprises. Et je sais aussi que dans nos quartiers, y compris les plus déshérités, il y a tant de jeunes
qui veulent entreprendre et qui ne le peuvent pas, qui vont vers une banque qui leur refuse le moindre microcrédit, qui vont vers des actionnaires qui leur refusent leur concours. Alors moi je veux que la banque publique d'investissement, celle qui sera créée au lendemain de l'élection présidentielle, est une filiale dédiée au quartier pour développer l'entreprise dans ces quartiers et permettre des projets qui aujourd'hui ne voient pas le jour. Parce qu'il y a tant de talent dans cette jeunesse de France que je ne veux qu'il n'y en ait aucun qui puisse se sentir là encore écarté parce qu'il vient de ce quartier, parce qu'il porte un nom qui ne fait pas forcément confiance aux banquiers, aux actionnaires. Ça en sera terminé de cette discrimination-là aussi. Je veux qu'il y ait à la fois de la solidarité et de l'initiative personnelle. Je ne veux pas faire de l'assistanat comme le prétend le candidat sortant. C'est tout le contraire. Je veux l'égalité, je veux la solidarité, mais je veux aussi que ceux qui sont le plus loin puissent être aidés davantage par rapport à ceux qui sont au plus près des forces de l'argent et des puissants. Je ferai là. Il y a une clause d'insertion qui permette aux entreprises qui sont justement dans ces quartiers de pouvoir embaucher des jeunes pour pouvoir accéder enfin à l'emploi sur des commandes publiques, sur des constructions de logements qui se font dans ces quartiers-là et qui doivent d'abord embaucher les jeunes de ces quartiers avant les autres. Dans ces quartiers où la vie est difficile, où sont concentrés tous les problèmes, où sont mises toutes les populations entassées là par le fait de la fragilité ou de la misère, eh bien, il y aura dans ces quartiers des politiques publiques qui seront toutes amplifiées, renforcées, démultipliées. Dans les quartiers, la République sera de retour après le mois de mai. Je ne propose pas, et je ne sais quel plan Marshall pour les banlieues. Personne ne sait d'ailleurs dans les banlieues qui était le général Marshall. Même si c'était un homme estimable grâce à lui, il y a eu un plan pour reconstruire l'Europe. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de reconstruire l'Europe, il s'agit de reconstruire la République. Et nous n'avons pas besoin de plan exceptionnel. Personne n'a vu d'ailleurs le plan Marshall pour les banlieues, personne ne l'a rencontré. En revanche, a été divisé par deux le budget de la politique de la ville. A été diminué le plan de rénovation urbaine de 227 millions d'euros à 16 millions d'euros. Et qui l'a fait? Mais c'est le candidat sortant qui aujourd'hui laisserait penser qu'il a un nouveau plan pour les banlieues. Mais c'est le même, il a disparu. Je ne parle pas du candidat sortant, je parle de son plan pour les banlieues. Toutes ces années qui seront nécessaires pour rattraper les retards. Je ferai également prévaloir la mixité sociale et je porterai de 20 à 25% les obligations de construire des logements sociaux des communes qui aujourd'hui s'y refusent et celles qui s'y refusent verront leur pénalité multipliée par 5. C'est la loi et ce sera une loi renforcée encore après le mois de mai. C'est la sécurité. C'est un sujet que le candidat sortant aimait beaucoup aborder il y a 5 ans, et plus encore il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'il préfère éviter. Et on le comprend. Il craint d'être ramené à son bilan, à la contradiction entre les promesses et les réalités, c'est-à-dire à l'explosion des violences aux personnes. Ici, à Marseille, les vols avec violence ont augmenté de 15%, les cambriolages de 17%, les vols à main armée ont explosé, et le taux d'élucidation des enquêtes est resté à 7%. Hélas, et je sais que ça vous peine, ça vous afflige, il y a trop souvent des règlements de compte ici dans cette ville, avec 13 morts d'hommes ces derniers mois. Dans le seul département du Bouches-du-Rhône,
il y a eu 4000 vols commis avec violence en 10 mois, soit une augmentation de près de 20%. Et Marseille, grande ville de France, la nuit, il n'y a que 2 cars de police secours, 2. Le pouvoir a cru s'en sortir en nommant et en démissionnant les préfets chargés de la police à Marseille. Pas moins de 3 préfets délégués en une seule année 2011. Et combien de visites du ministre de l'Intérieur? Chaque fois, ce même ministre, à chaque déplacement de préfet de police, prétend que la sécurité est rétablie. La sienne peut-être, mais pas celle de la population. Je l'avais affirmé dans mon discours du Bourget. Je le redis ici à Marseille, la République rattrapera tous ceux qui se croient au-dessus de la loi. Je n'accepterai pas un ordre social où les plus puissants, les moins scrupuleux, les plus violents prendraient le pas sur les autres. Mon premier devoir, si je deviens le chef de l'État, c'est de protéger les faibles. Et le premier devoir du chef de l'État, c'est de protéger tous les Français, où qu'ils vivent sur le territoire. La création de 1000 postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, de magistrats chaque année. Ils seront d'abord affectés dans les quartiers les plus difficiles, les plus délaissés. Ici à Marseille, je n'oublie pas que 376 postes de policiers ont été supprimés depuis 2007. C'est inacceptable. Et cela doit changer. L'État doit d'abord être là où les populations ont besoin de lui, où on demande sa présence avec la force nécessaire. Pourquoi c'est dans les quartiers les plus favorisés qu'il y a le plus de forces de police? Et pourquoi c'est dans les quartiers les plus difficiles qu'il y en a le moins? La République, c'est aussi, au-delà de la lutte contre le crime et la délinquance nécessaire, la République, c'est l'exemplarité. L'exemplarité à tous les niveaux de l'État. Exemplarité pour le président de la République, exemplarité pour les ministres, exemplarité pour les fonctionnaires. Pour les élus de la République et celui qui se rendra coupable de corruption, là encore, retrouvera toute la rigueur de la loi. C'est la justice, c'est la République. Et il y aura toutes les règles. Que dans la République laïque, ce qui compte, ce n'est pas de savoir ce que nous pensons de l'éternité ou de la vie de l'au-delà. Ce qui compte, c'est le respect de la vie ici. Je garantirai la mission de l'école publique gratuite, laïque, obligatoire. Je serai intransigeant sur le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes. Je n'accepterai aucune violence. Elles seront durement sanctionnées. Les femmes seront accueillies quand elles sont, hélas, flouées dans leurs droits. Et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sera respectée. Et sera enfin appliquée. Parce que c'est une loi de la République qui l'exige. Voilà mon projet. C'est la République. Voilà mon projet. C'est rendre l'espoir, rendre confiance aux Français. C'est un projet à la fois national, mais aussi européen. Parce qu'il nous faut, dans cette élection, non seulement changer la France,
mais aussi changer l'Europe. Oui. Non pas en nous éloignant d'elle, non pas en la désignant comme un bouc émissaire de nos faiblesses, non pas en nous séparant des règles qui constituent cette Europe, mais en changeant son orientation. Parce que, Européen, je sais que l'Europe s'est éloignée des peuples. Trop souvent, elle devient incompréhensible pour les citoyens. Elle ne protège pas leurs emplois, leurs entreprises, leurs produits. Et je n'ai pas besoin d'inventer je ne sais quel acte qui viendrait des États-Unis pour m'en convaincre. Il y a longtemps, nous avons fait le constat. Et qu'a fait le candidat sortant depuis 5 ans, alors qu'il a présidé les destinées de l'Europe? Qu'a-t-il fait pour lutter contre les délocalisations, pour lutter contre le dumping fiscal, environnemental? Qu'a-t-il fait pour permettre la réciprocité dans les échanges? En revanche, ce qui a été fait ces derniers mois, c'est de vouloir, par un nouveau traité, généraliser l'austérité en Europe. Oui, les disciplines sont nécessaires. Oui, le retour à l'équilibre de nos comptes publics est indispensable. Oui, il nous faut des disciplines. D'ailleurs, pour réparer les dégâts qui ont été causés par les conservateurs, c'est eux qui ont aggravé la dette publique, c'est eux qui ont causé le déficit. C'est eux qui ont causé les oui, nous devons faire des efforts. Oui, nous aurons sûrement à réduire les dépenses et à lever des prélèvements, mais je dis aussi à Marseille comme partout ailleurs, si des efforts seront consentis par le peuple français, ça sera à une seule condition, celle que je poserai. C'est-à-dire que ce soit juste, que ce soit ceux qui ont le plus qui payent davantage. Et c'est pourquoi je ferai la réforme fiscale qui est tant attendue et qui permettra que les revenus du capital soient soumis au même prélèvement que les revenus du travail. Que ça soit fini avec les niches fiscales. Que personne n'échappe à l'impôt par sa situation ou par son privilège. Alors si nous allons faire des efforts pour redresser nos comptes, nous ne pourrons parvenir au résultat espéré que s'il y a de la croissance. C'est notre responsabilité en France, et c'est aussi celle de l'Europe. Et je n'accepterai pas que l'Europe se réduise même simplement à des plans d'austérité ou à des plans de rigueur pour tous les peuples et pour tous les pays. Et c'est pourquoi j'ai contesté le traité qui venait d'être signé, parce que s'il posait des disciplines nécessaires, il n'avait pas la dimension qui était exigée par les temps que nous traversons, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, l'activité, la relance industrielle, le grand projet commun, la transition énergétique, écologique, nous avons tant besoin. Oui, j'ai dit que je voulais renégocier le traité qui a été signé au début du mois de mars. Ce texte ne sera d'ailleurs pas ratifié, même s'il a été signé. Il ne sera pas ratifié par le prochain Parlement si nous n'obtenons pas justement cette réorientation de la construction européenne. Comme président de la République, j'aurai à convaincre mes partenaires. On me dit, mais vous n'y arriverez pas, puisque le candidat sortant n'y est pas parvenu. Mais justement, c'est ce qui nous distingue. Nouveau, porté par le peuple français qui va donner sa confiance. Cette confiance à celle-ci, je la demande. Si je deviens le prochain président de la République, les Français m'auront donné comme contrat de renégocier ce traité pour lui redonner ce qui lui manque, la croissance, l'activité, l'emploi, la solidarité. Jusqu'à ces dernières heures ou ces derniers jours, le
candidat sortant me déliait le droit, la capacité, la possibilité, la légitimité de prétendre renégocier un traité. Un traité juste signé, pas ratifié. Un traité qui d'ailleurs n'est pas son œuvre, mais celle de Mme Merkel. Non, il ne voulait pas qu'on touche à ce traité. Je n'en aurais pas le droit. Et voilà que toute affaire cessante, devant tous ses amis convoqués à Villepin, il annonce non pas la renégociation d'un traité, mais de trois. Du traité de Schengen, du traité sur les marchés publics, du traité sur la réciprocité, les accords commerciaux. Mais je n'avais pas tout vu, pas tout entendu. Le voilà que sur une grande chaîne de télévision, n'écoutant que son courage, qui arrive tard, il veut maintenant chasser les exilés fiscaux, aller les rechercher. Ils n'ont rien à craindre, rien à craindre de lui. Et là, ce n'est plus un traité, trois traités qu'il veut renégocier. Avec le droit du peuple français, nous ferons de grandes choses ensemble. C'est un choix de personne. Il s'agit de désigner le prochain président de la République, un choix de conception de la République elle-même, de l'exercice de la fonction, mais aussi un choix de projet. Le mien, je vous l'ai présenté il y a déjà plusieurs semaines. On m'en faisait d'ailleurs exigence. Quand j'ai été désigné après les primaires citoyennes, belle réussite démocratique, c'était au moins. Le changement. Je veux l'apporter à tous les Français qui aujourd'hui subissent la vie chère, des prix qui flambent, et notamment celui des carburants, même s'il y a des causes qui l'expliquent. C'est dur à vivre. Et qui n'entend pas aujourd'hui la complainte de ceux qui n'en peuvent plus, pour qui la fin de mois est le 15 de chaque mois. Oui, je veux m'adresser à tous les Français, ceux qui sont dans la précarité, pas simplement parce qu'ils seraient dans un temps partiel ou dans un contrat à durée déterminée, mais même ceux qui sont en contrat à durée indéterminée, même ceux qui sont fonctionnaires aujourd'hui, craignent pour leur avenir. Je veux leur apporter la sécurité à laquelle ils ont droit, la confiance, la solidarité. Je veux m'adresser aussi à tous ceux qui attendent de la justice, attendent de l'égalité. J'ai dit ce qu'il fallait faire pour les jeunes, mais je n'oublie pas aussi les plus anciens qui se posent la question de l'avenir de leur retraite, à qui on doit solidarité et respect. Je veux dire aussi que le sort qui est fait aux personnes handicapées de notre pays n'est pas acceptable. Pas acceptable à l'école, ils ne sont pas reçus comme ils devraient. Pas acceptable à la dignité de leurs conditions pour le travail. Pas acceptable à la reconnaissance de leur diversité, de leur culture. Oui, nous avons à faire un grand projet pour l'égalité. Nous devons aimer notre pays pour bien le servir. Je crois au patriotisme, non pas à la haine des autres, mais à l'amour de son pays, à l'amour des siens, à l'amour de l'humanité. Le patriotisme. Et donc, nous devons faire de ce rendez-vous-là un moment heureux pour la France. J'ai le souvenir, parce que c'était ma génération, de la grande victoire de 1981. J'ai la figure, encore le visage de François Mitterrand sous les yeux, en ce mai 1981. Eh bien, depuis des années, je me suis fait une promesse. Le Français se trouve abusé, trompé, comme il l'a été en 2007. Je pense qu'à un moment, il faut à la fois qu'une page se tourne et qu'une autre s'écrive.
Mercredi 14 mars 2012, nous sommes toujours à la salle du Dôme à Marseille. Vous venez d'assister au meeting de François Hollande. Près de 8000 personnes étaient présentes dans la salle et hélas, près de 3000 personnes étaient dehors car la salle était à sa capacité maximale. Ces gens tout de même ont pu assister à la retransmission de l'événement en suivant les médias tels que les radios et les télévisions. Merci pour votre fidélité toujours constante à zagreda.com. Je vous retrouve d'ici peu de temps pour la suite des événements. Bonne soirée, ciao.